Salut tout le monde, c'est Lionel, et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Motion Café. On va s'intéresser à l'animation de texte dans Cinema 4D. After Effects est très connu pour sa capacité à animer des titres de toutes les manières possibles. Mais saviez-vous que Cinema 4D est au moins aussi doué, sinon plus? Ça se passe bien sûr avec ce formidable outil qu'est Mograph. Tout ce que vous voyez a été animé directement dans Cinema 4D. Et j'ai ensuite exploité la passerelle Cineware pour faire le rendu directement dans le soft d'Adobe, plus 2-3 astuces pour le compositing. Dans la prochaine demi-heure, nous allons voir quelques techniques pour animer vos textes exactement comme vous voulez dans Cinema 4D, même des logos, et ensuite comment les importer dans After Effects et soigner votre rendu. Dans ce fichier, nous avons un texte qui a été écrit avec MoText. Donc MoText, pour rappel, vous le trouvez dans Mograph, il se trouve ici MoText. Et MoText a la particularité d'être tout simplement notre objet text spline que vous trouvez ici, qui est automatiquement combiné avec un extrusion. Ça nous permet d'avoir toutes les options à l'intérieur d'un seul objet, de pouvoir taper n'importe quel texte, comme vous pouvez voir ici, mettre n'importe quel typo disponible sur votre ordinateur, pouvoir changer l'alignement, et nous avons accès ici à notre approche. Si vous cliquez sur afficher GUI 3D, vous avez toutes ces options super intéressantes. Si je zoome un peu, on va voir, nous voyons notre OTI. Si je sélectionne un élément, je peux ensuite le déplacer vers le haut, vers le bas, l'agrandir, ce qui vous permet de créer très facilement des effets de texte directement à l'intérieur de Cinema 4D. Et tout reste bien sûr totalement éditable. Alors je vais tout réinitialiser en dépliant ici l'approche et en allant en bas dans tout réinitialiser. Alors déjà, cet outil donc en lui-même est très intéressant, tout simplement pour créer du texte. Bien sûr, là où il est le plus utile, c'est pour l'animer. Donc on va voir ça, je vais prendre mon mot texte et on va chercher dans Mograph un effecteur simple. Un effecteur simple, par défaut, va lever tous les éléments de 100 cm vers le haut. On le voit ici dans les paramètres. Alors ce que je voudrais, c'est ne pas toucher à sa position, et plutôt l'échelle. Je vais cliquer sur échelle, ensuite on va aller dans échelle uniforme, et taper directement -1. -1 nous fait moins 100% d'échelle, ce qui nous fait disparaître notre typo. Maintenant, je vais aller dans l'atténuation. Et dans l'atténuation, on va faire apparaître dans forme linéaire. Notre forme linéaire, par défaut, est orientée dans ce sens-là. Il faut plutôt l'orienter sur X, qui correspond donc à notre axe rouge. Donc je mets +X. Et nous commençons à voir quelque chose. Maintenant, je vais agrandir sa taille. Et si je déplace, on voit déjà apparaître notre animation. Alors je vais commencer tout à gauche et je vais faire apparaître les objets. Donc quand je suis tout à gauche, vous pouvez remarquer que ça va créer une animation qui n'est pas dans le sens que je veux. Donc justement, je vais aller dans l'atténuation et lui demander soit de inverser le phénomène ici, ou plus simplement dans l'orientation le passer à -X. Alors je conseille plutôt de faire ça parce que inverser peut avoir des résultats étranges lorsqu'on commence à combiner les effecteurs, qui est ce que nous allons faire tout à l'heure. Donc dans notre... on va chercher maintenant les coordonnées, et puisque nous sommes déjà placés sur la gauche, je crée une image clé sur X. On va avancer sur 20 images, je pense que ça devrait largement suffire, et le déplacer en attrapant la flèche rouge ici, ou en le déplaçant directement dans les coordonnées là. Donc je vais jusqu'au bout, et je crée une image clé. Si je reviens en arrière, et que je lance une lecture, on a déjà une animation très simple, en échelle, de notre texte. Donc vous voyez, c'est très rapide, et c'est très facile. Alors je vais faire deux choses. Déjà, j'ai appuyé sur majuscule F3, pour faire apparaître notre ligne temporelle. On va être dans les F-curves, et je vais maintenant prendre ces images clés, appuyer sur L pour les passer en linéaire. Ce qui me permet donc d'avoir un mouvement uniforme. Effectivement, on n'a pas besoin d'avoir une accélération, décélération pour ce genre de mouvement. On a ce mouvement qui est déjà pas trop mal en soi. C'est un petit peu basique, puisqu'il ne fait que apparaître et il ne se passe rien d'autre. Alors, une manière toute simple, très rapide, de rajouter un peu de dynamisme à ça, que vous devez certainement connaître, c'est de lui rajouter un effecteur délai. Donc je vais attraper à nouveau mon mot texte. On constatera d'ailleurs que dans le mot texte, au niveau des lettres, nous avons l'effecteur simple qui a été automatiquement ajouté.
Donc en ayant toujours sélectionné mot texte, je vais chercher maintenant dans mot graphe, effecteur, le délai. Un effecteur délai par défaut est situé en mode fusion à 50%. On va déjà voir ce qui se passe. Je vais réduire un petit peu la taille de composition afin d'avoir une lecture de boucle continue. On revient en arrière. Il peut voir que mon texte apparaît de manière plus fluide que tout à l'heure. Si j'active, désactive, on voit très bien la différence avant-après. Notamment, il y a même un petit mouvement de rotation. Alors l'effecteur délai travaille effectivement à essayer de nous fusionner les animations. Puisqu'on part à partir du centre, on part à partir de 0 et qu'on se déplace de la gauche vers la droite, il nous crée un petit mouvement de rotation. Vous voyez, c'est très sympa comme ça. Et ça, c'est notre fusion ici, et on voit dans l'onglet paramètres qui est activé qu'on travaille également sur la position, l'échelle et la rotation. Si j'augmente l'intensité, je vais encore plus fusionner cette arrivée. Uniquement en réglant ces paramètres d'intensité, on obtient des animations très différentes. Si je ne veux pas avoir cet effet de rotation, je peux tout simplement désactiver la rotation. À ce moment-là, j'ai une arrivée uniquement en échelle. À l'inverse, peut-être que je veux avoir la rotation, mais pas l'échelle. Et si je voulais combiner des valeurs d'intensité différentes, il suffirait de dupliquer l'effecteur délai en deux effecteurs différents. Un interviendra sur l'échelle, l'autre sur la rotation. Alors notre fusion est très intéressante, je vais réactiver l'échelle. Il y en a un qui est encore plus populaire, c'est l'effet élasticité. Voilà, ça se passe de commentaires. Vous avez certainement vu ça des tas de fois. Vous pouvez voir, c'est vraiment très facile à faire. Et là, typiquement, on dépasse After Effects facilement. Parce qu'obtenir ce même genre d'effet dans After Effects est particulièrement laborieux. Il faut souvent se servir de scripts tels que l'excellent Textevo de notre Mathieu. Et bref, il faut bidouiller. Là, vous voyez, ça se fait en quelques clics avec une facilité extrême. Donc si je ne voulais pas, encore une fois, mon effet de rotation, je le désactive. Et maintenant, il va jouer que sur l'échelle. Je ne veux pas qu'il soit aussi fort, je vais baisser l'intensité. Vous voyez, ça fait un tout petit peu de mouvement secondaire. Et suffit à créer un effet très sympa. Alors un truc à savoir, c'est que l'effecteur délai est un effecteur de simulation, ce qui veut dire qu'on ne peut pas aller d'avant en arrière, sinon il va faire des bizarreries. Vous voyez, quand je viens par ici, il n'obtient pas vraiment les bons résultats. Ça passe inaperçu sur des animations simples, telles que celle-ci, mais faites très attention si vous le faites sur des choses plus complexes. Donc il faut désactiver l'effecteur délai pour vraiment se rendre compte de ce qui se passe. C'est d'autant plus visible si je prends mon effecteur délai, j'active la rotation, j'ai mis une intensité forte, et maintenant je commence à faire ça. Vous voyez, c'est pas du tout ce qu'on obtient. On obtient un peu du n'importe quoi, c'est intéressant, mais c'est pas ce qu'on veut. Et les espèces de retournements, ça c'est pas normal. Donc si on veut faire des changements, on va désactiver l'effecteur délai. Alors je voudrais aller un peu plus loin dans mon mouvement, et notre effecteur simple, je reviens donc dessus, je voudrais que, en plus de son mouvement d'échelle, il me fasse un petit mouvement de position. Et on va lui demander, par exemple, d'aller vers le haut comme ceci. Ça va permettre de faire tomber mes lettres. Vous voyez, on combine les animations très facilement de cette manière. Maintenant, avec l'effecteur délai, on va voir ce que ça donne. Et ça me crée cette espèce de petite vague. C'est vraiment très facile et très sympa. On pourrait continuer à combiner des effets de ce genre. Alors on va continuer à aller un petit peu plus loin. Je voudrais maintenant rajouter une sorte de aléatoire là-dedans. Là, nous avons nos lettres qui apparaissent les unes après les autres, de la gauche vers la droite. Donc ça c'est très intéressant, mais j'aimerais que, par exemple, notre M et mon T arrive d'abord avant le O et avant le N. Bref, je voudrais rajouter un petit peu d'aléatoire. On va utiliser pour ça notre effecteur randomisation, qui est l'autre effecteur dont on se sert en permanence avec MoGraph. Mais l'effecteur randomisation est très intéressant lorsqu'on se sert d'une manière particulière, c'est-à-dire en effecteur d'influence. Alors je vais prendre mon texte, je prends mot texte, afin que l'effecteur soit directement appliqué aux lettres. Je vais chercher dans MoGraph effecteur randomisation. On voit tout de suite le résultat. Il me décale aléatoirement mes lettres. Je vais désactiver l'effecteur délai afin que l'on voit mieux ce qui se passe. Si je vais en arrière, je lance une lecture. Vous voyez que mes lettres sont
désordonné. C'est pas ce que je veux, moi je vais rajouter de l'aléatoire au niveau de l'apparition. Donc pour faire ça, je vais prendre mon effecteur randomisation. Je vais désactiver sa position. Donc maintenant, il n'intervient sur aucun des paramètres de transformation. A priori, on dirait qu'il ne sert à rien. Maintenant, je vais augmenter sa transformation d'influence. C'est la partie la plus importante. Quand vous utilisez votre transformation d'influence, il faut que cet effecteur soit avant les autres. Donc on va aller dans mot texte. Et nous avons notre lettre. Randomisation se trouve ici. Ça ne fonctionnera pas sinon en dernier. Si vous voulez avoir de l'influence, il faut qu'il soit avant les autres. Il va transmettre son influence, c'est-à-dire rajouter du hasard à tous les effecteurs qui le suivent. Donc si je prends un effecteur randomisation et je l'amène au-dessus de l'effecteur simple, on va rajouter donc du random au niveau de l'effecteur simple. On va revenir en arrière et regarder ce qui se passe. Et voilà. Nous avons une apparition aléatoire des lettres. Alors ça se passe toujours de gauche à droite, ce qui est tout à fait ce qu'on veut. Mais comme vous pouvez voir, elles n'apparaissent pas forcément dans le bon ordre. Plus je vais augmenter ma transformation d'influence, et plus je vais obtenir un résultat aléatoire. Même si je continue à obtenir un mouvement de la gauche à la droite, ce qui nous intéresse. Si je mets une valeur faible, le décalage va devenir très subtil. Si j'avance image par image, on va un petit peu mieux le voir. Vous voyez, il n'apparaissent pas vraiment dans le même ordre. Pourtant, on a l'impression que c'est le cas. Si on met une valeur plus forte, là, il est évident que ça n'apparaît pas exactement dans le même ordre. Si vous n'aimez pas la distribution que vous obtenez, allez dans Effecteur et vous allez changer votre source. Vous voyez, j'ai une source différente et maintenant on voit que c'est d'abord le M qui apparaît, ensuite le T, etc. Alors il se trouve que j'aimais bien le choix par défaut. On a eu de la chance avec les deux O qui apparaissent en premier. Je trouve ça vraiment sympa. Alors bien sûr, le défaut de cette méthode, comme tout randomisation, vous ne tiendrez pas forcément exactement l'ordre des lettres que vous voulez. Il va falloir essayer source, je ne sais pas combien de fois, comme si vous lanciez des dés pour obtenir le résultat qui vous intéresse. Alors je reviens dans paramètres, on met 90%, très bien. On va déjà regarder ce qui se passe sans, très sympa. Et maintenant j'ai activé l'effecteur délai. Et nous avons cette apparition beaucoup plus aléatoire. À ce moment-là, je peux à nouveau dans l'effecteur délai changer d'avis et lui demander de travailler par exemple sur la fusion. Dans ce second exemple, on va voir comment est-ce qu'on peut animer un logo. Donc le problème d'un logo le plus souvent, c'est que vous avez un fichier Illustrator EPS avec une forme bien prédéfinie, et donc ce n'est pas une police, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser mot texte. Effectivement, mot texte, son défaut, c'est que c'est basé sur les polices de votre ordinateur, et dans le cas d'un logo personnalisé, ça ne marche pas. Donc là, c'est le cas du logo de Maxon, où nous avons donc toutes ces lettres. Ça a été importé dans Illustrator, enregistré sous Illustrator 8, c'est très important. Pour pouvoir le faire fonctionner, on l'a importé à l'intérieur de Cinema 4D et on obtient ceci. Pour pouvoir l'extruder, j'ai mis tout ceci à l'intérieur d'un objet neutre, et l'extrusion, on a bien fait attention dans Objet, à activer ici hiérarchique, sinon vous ne verrez pas votre typo. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut animer ça grâce à MoGraph, alors qu'on est obligé de partir depuis cet objet. On va également l'animer d'une méthode un peu différente de celle qu'on a utilisée précédemment, bien qu'on pourrait utiliser cette méthode sans problème. C'est histoire de vous montrer une autre manière d'animer. Alors on va commencer, donc je prends mon extrusion, et je vais chercher dans MoGraph l'objet fracture. J'appuie sur Alt afin d'en faire un enfant. Cet objet fracture, dans Objet, je vais chercher de direct à exploser les segments. Maintenant, on va voir comment est-ce que ça fonctionne avec un effecteur MoGraph, et pour ça j'aime bien utiliser le randomisation. Randomisation nous permet de appliquer des coordonnées aléatoires partout, et on obtient ce résultat qui est intéressant, mais pas vraiment ce qu'on veut. Vous pouvez remarquer que toute ma géométrie est éclatée. Pour résoudre ce problème, vous avez deux solutions. Soit dans Fracture, vous passez en mode exploser les segments et connecter. Mais le défaut de cette méthode, c'est que ça peut poser des problèmes si vous avez des textures différentes pour la tranche, pour le dessus, sur les côtés. Donc je préfère passer ici à exploser les segments, et la connexion, on va la faire au niveau de l'extrusion elle-même. Donc vous allez dans Extrusion, vous allez dans Couvercle, et vous appliquez ici Créer objet unique. Ça revient au même, sauf qu'on va pouvoir garder intègre mes sélections. On verra ça tout à l'heure quand on va le texturer. Donc ma randomisation fonctionne, je n'ai plus besoin de m'en servir, je le supprime. Maintenant, on va commencer à animer.
On pourrait donc tout à fait utiliser notre effecteur simple, randomisation, tout ce qu'on a vu précédemment. Mais on va se servir d'un autre effecteur que j'aime beaucoup utiliser, c'est l'effecteur héritage. Clairement l'un des plus puissants de Cinema 4D, mais également peut-être un des plus complexes à utiliser, même s'il n'est pas si compliqué que ça, une fois qu'on a compris son principe. Alors le principe, c'est que l'effecteur héritage va hériter de l'animation d'un objet à partir d'un autre objet. Donc on va se servir d'un objet tiers pour pouvoir animer notre objet maxon. Donc c'est ce que je vais faire avec un cube. Je crée un cube qui apparaît au centre de la scène, et je vais le réduire pour qu'il fasse à peu près la taille d'une lettre. Ce cube va servir de proxy, si vous voulez. Maintenant, ce cube, j'ai commencé à l'animer. Alors on va cacher notre objet fracture pour le moment, et mon cube est ici dans son emplacement de fin. On va dans ses coordonnées. Déjà, je vais mettre à 0 ici la rotation, afin qu'on soit bien d'équerre. Et on va l'animer, disons qu'on va l'animer de haut, vers le haut, on va animer son échelle. Et je vais également animer, pour le moment, on va l'animer sur ce côté-là. Donc je crée une image clé. Donc ça c'est mon emplacement initial. Je vais attraper ces images clés qui se trouvent ici, et on va les déplacer jusqu'à l'image 10. Ça c'est mon emplacement de fin. Maintenant je vais reprendre mon cube, et je vais l'amener vers son position de début. Donc position de début, on va dire que c'est tout en bas. Je crée une image clé. On va également l'orienter plutôt par ici. Et je vais mettre son échelle à 0. Donc allons-y, 0, 0, 0. Et je valide les images clés. On se retrouve avec cette animation. Je vais un peu travailler sur les courbes en appuyant sur majuscule F3 pour faire apparaître les courbes. Et on va dans l'éditeur de courbes. J'attrape ici, j'apprends tous ces éléments. J'appuie sur H afin de cadrer. Et je ne veux pas le lissage de vitesse au tout début. Je veux que ça arrive tout d'un coup, assez brutalement. Par contre, ça ralentisse vers la fin. Maintenant que j'ai ce cube qui me sert de référence, je vais prendre mon objet fracture et lui appliquer notre effecteur héritage. Je vais refaire apparaître fracture et on va laisser le cube pour le moment intact. Donc l'effecteur héritage est automatiquement appliqué à fracture, on le voit ici dans les effecteurs. Faites bien attention, hein, ça a été le cas parce que j'ai sélectionné fracture juste avant, sinon on va glisser à l'intérieur. Effecteur héritage, on va lui demander en mode d'héritage de passer de direct à animation. Et donc il nous demande un objet sur lequel travailler, on va prendre le cube. Maintenant, on voit quelque chose se passer, et si je fais jouer la timeline, on voit une animation qui se passe. Alors si vous remarquez, l'animation du mot maxon suit celle du cube, mais avec un espèce de retard. Effectivement, il faut regarder en bas, et on voit que nous avons un début et une fin, et des espaces entre les étapes. Il prend mon animation, et me l'allonge entre 0 et 75 images. Alors déjà, pour faire correspondre, on va passer de 0 à 10. Maintenant, si je reviens derrière, que je regarde, vous voyez que c'est parfaitement synchrone avec ça. Alors le problème, bien sûr, c'est qu'il fait tout en même temps, c'est pas spécialement intéressant. Là où ça devient génial, c'est quand on utilise ici l'espace entre les étapes. On va passer à 1 déjà. Je reviens en arrière, lancer une lecture. Et on a vu apparaître mes lettres au fur et à mesure avec un décalage de une image. Alors je vais cacher le cube, je peux même le désactiver puisqu'on ne se sert que de son animation, pas besoin de le garder actif, et on voit que ça fonctionne, nous avons notre animation. Maintenant je peux jouer ici sur le début, la fin et l'espace entre les étapes pour avoir des rythmes différents. On va passer par exemple à 2 images, on va passer à 3, on peut également lui demander d'aller plus vite ici. Rien qu'en faisant ça, on a une infinité de variations. On peut lui demander d'être beaucoup plus lent, avec un grand espace entre chacune des images. Alors là, vous voyez, l'espace entre les étapes ne doit pas être supérieur à la durée d'animation elle-même. Si vous dépassez 10 images, ça ne fonctionne pas. Là, il faut que je rajoute un petit peu d'espace. Et on a une arrivée très lente et très progressive. Alors cette méthode-là est déjà très sympa par rapport à l'effecteur simple, puisqu'on contrôle tout ceci avec des valeurs numériques. On n'a pas d'atténuateur. Tout se fait sans image clé. On contrôle les images clés avec notre cube. Alors il y a un petit défaut quand même dans cette animation. Si vous remarquez bien, on le voit sur cette version ralentie, c'est que toutes mes lettres en réalité démarrent depuis le centre. Effectivement, elles démarrent depuis l'endroit où est le cube. Vous voyez, mon cube démarre au tout début ici. Et c'est le cas de toutes les lettres.
Donc ça les fait apparaître d'une manière centrée. C'est pas mal, mais c'est peut-être pas forcément ce que je veux. On va aller dans les facteurs héritage, et on va plutôt passer de l'espace de transformation générateur à clone. Et maintenant, si je reviens en arrière, on voit que chaque lettre apparaît en gardant ses coordonnées initiales. Donc elle hérite du mouvement du cube, mais elle démarre toutes en dessous l'une de l'autre. Si je réduis les étapes, on a une arrivée comme ça, qui est vraiment dynamique et sympa. Alors c'est génial déjà, ce principe. Ce qui est vraiment excellent, c'est une fois qu'on a compris que tout dépend du cube et que ce cube est animé en images clés, c'est qu'on va pouvoir jouer sur les images clés du cube en question, particulièrement sur les courbes. C'est ce que j'ai fait en allant chercher ici l'interface Animate. Et on va chercher mon cube. Et on a notre animation qui est comme ça. Je vais déjà faire une première chose, c'est que je vais attraper toutes les images clés et attraper la courbe de Bézier, et avec CTRL, je vais la contraindre sur cet axe. Et on va faire arriver de manière extrêmement souple. On revient en arrière. Pour encore renforcer cet effet, je vais lui mettre 15 images. Vous avez vu la manière très souple dont il arrive. Ça, c'est grâce à mes images clés que j'ai contrôlées de cette manière. Du coup, plutôt qu'utiliser un effecteur délai pour lisser les arrivées ou rajouter l'élasticité, on peut le faire directement à partir de ces images clés, pour un plus grand contrôle encore. Alors je m'explique, on va déjà regarder un peu sur la position Y ce qu'on peut faire. Ma position Y, nous avons ce mouvement. Je vais maintenant attraper à l'image 6, j'appuie sur CTRL pour créer une image clé à cet endroit-là, et je vais l'amener vers le haut. Alors je vais renforcer vraiment l'effet pour qu'il soit visible. Maintenant, si je reviens en arrière et que je commence à lire, vous allez voir mes lettres qui bondissent et ensuite qui redescendent. Donc je viens de créer un effet de vague. Si je lance l'animation en temps réel, vous voyez cette espèce de petite arrivée, ça a été contrôlé grâce à ma position Y. Si on fait le même principe avec la rotation, j'appuie sur H pour voir, on va le faire en temps réel ici. Je vais le faire à l'image 6, on va monter comme ça. Je vais un petit peu réduire cette durée là. On crée des effets, comme vous pouvez voir, de mouvement avec des retards. Je vais faire sur l'échelle maintenant, j'appuie sur H pour pouvoir cadrer à nouveau. On va attraper ici à l'image 6 et je monte. Je prends cette image-là, j'appuie sur A afin de lisser l'image clé, CTRL afin de remettre à plat. Et nous avons ces mouvements. Ça ressemble beaucoup à l'effet délai, sauf que ici, je le contrôle parfaitement. C'est une méthode qui est extrêmement puissante. Surtout, notre cube, on pourrait lui rajouter encore d'autres animations. Alors je reviens en arrière. Par exemple, je vais refaire apparaître le cube. On pourrait lui faire une animation dans un autre axe, comme celui, pas celui-ci, plutôt sur H, avec un mouvement sur le côté. Alors allons-y, je reviens en arrière, je vais cacher le fracture pour que ce soit plus clair. Je reviens à l'image 0. On va plutôt agir à nouveau dans l'ordre. Je me mets l'image 10, donc, qui est mon animation de fin. Je crée une image clé à cet endroit-là. Je reviens en arrière à 0. Et on va le faire tourner, par exemple, sur 56 degrés. Ma rotation vient d'apparaître, donc j'ai le H et le P. J'appuie sur H pour pouvoir tout voir. Et on va déjà regarder le mouvement. Vous voyez, on a une espèce de petit mouvement de côté qui devrait être sympa sur notre fracture. Je refais apparaître la fracture, je cache le cube et on va regarder le résultat. Et vous voyez, effectivement, un petit saut de la typo sur le côté. Je pourrais les faire bondir légèrement en avant ou en arrière pour éviter qu'elles se rentrent les unes dans les autres. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on va pouvoir rajouter sur mon cube en rajoutant des propriétés. Une propriété d'animation sur Z. Donc je vais faire mon cube, j'ai carrément le faire à l'aveugle cette fois-ci. Et à l'image 10, je vais lui créer une image clé. Et là, je vais le mettre en arrière. Et si je regarde l'animation maintenant, il y a cette espèce de petit saut qui s'est fait. Et donc, on a moins les
les segments qui rentrent les uns dans les autres, vous voyez. Il y a encore un petit peu d'intersection, mais beaucoup moins que tout à l'heure. Sachant que rien ne vous empêche en réalité d'utiliser toujours l'effecteur délai en plus de ça, ou même d'autres effecteurs. Alors on va voir l'effecteur délai. Il va être un peu décevant si vous le mettez par défaut en fusion ou en égalisation, parce qu'il va tendance à tout écraser l'animation. Vous voyez, c'est pas spécialement très spectaculaire. Si je mets même à une valeur plus forte, on risque de faire disparaître l'effet de petits sauts qu'on a mis sur Y. Vous voyez, c'est pas forcément très intéressant. Par contre, si on le fait en élasticité, on va créer le petit mouvement de fin qui est sympa. Si je mets une valeur plus forte, ça va être encore plus bondissant. Et encore une fois, ici, je vais pouvoir travailler, par exemple, lui demander de ne pas faire ça sur la rotation. Ou le laisser sur la rotation, mais pas la position. Alors n'oubliez pas que cette méthode fonctionne en fait avec n'importe quel objet MoGraph, donc on peut tout à fait le faire sur notre objet MoText. L'avantage, c'est, là je vous l'ai montré effectivement sur Facture pour qu'on puisse en plus voir comment animer n'importe quel logo. Tant que vous avez des splines, vous pourrez le faire. En tout cas, ça vous donne des possibilités d'animation qui sont vraiment très intéressantes. Maintenant, tout ça n'est rien sans avoir un rendu. Et ce qui m'intéresse dans cet exercice, c'est voir le rendu dans After Effects. On va voir maintenant comment exploiter ces animations de texte dans After Effects. Donc nous avons notre animation Motion Design qui est sympa. Donc j'ai bien terminé. Avant de l'envoyer dans After Effects, on va vérifier deux choses. Vous allez aller dans les paramètres de rendu et regardez ce que vous avez ici. Donc nous sommes en 1280 sur 720 à 25 images par seconde. Ça, c'est ce que vous allez trouver dans After Effects. C'est-à-dire que le fichier qui sera créé va reprendre ces valeurs et donc va piloter votre composition. Donc faites très attention notamment que cette fréquence d'image ici coïncide avec celle que vous avez dans vos préférences du projet qui se trouve à cet endroit-là. Si vous avez un décalage entre les deux, vous aurez un décalage au niveau de l'animation, ce qui sera très bizarre à regarder. Je ferme, je vais sauvegarder et on va l'importer dans un fichier, on va l'importer dans un projet After Effects vierge. Donc je vais le chercher, cet texte AFX. Vous aurez certainement le Dynamic Link qui prend un certain temps à charger. Chez moi, c'est instantané parce que je l'ai déjà fait avant. Je vais faire glisser sur l'icône de nouvelle composition. Vous voyez qu'il me crée effectivement une composition, on le voit ici, de 1280 sur 720 à 25 images par seconde. Au premier abord, on obtient ceci. Et déjà, un premier défaut, pour remarquer, si je vais en avant, en arrière, au bout d'un moment, je vais finir par mettre en cache la RAM, et je lance maintenant un rendu RAM, on obtient cette espèce d'horreur. Vous avez vu? Ça, c'est parce que dans Cinema 4D, on utilise un effecteur délai. Souvenez-vous, ce que je vous ai dit, c'est que l'effecteur délai est un effecteur de simulation qui a besoin d'être lu depuis le début. Vous avez le même phénomène d'ailleurs si vous allez dans Cinema 4D, vous faites ça. C'est moins visible parce que After Effects garde en cache l'image, ce qui nous donne ces résultats aléatoires. Pour résoudre ce problème, c'est très simple. Il suffit de prendre votre mot texte, faire un clic droit, vous allez dans Propriétés MoGraph, Cache MoGraph, et vous allez tout simplement mettre en cache. Vous sauvegardez à nouveau. Maintenant, quand on retourne dans After Effects, on va voir un résultat normal. Vous voyez, je peux aller d'avant en arrière, on obtient un résultat cohérent. Et donc, si je lance une prévisualisation RAM, ça marche. Alors bien sûr, ce que vous voyez ici, c'est la prévisualisation logicielle. Donc on va aller dans nos paramètres de rendu. Moteur de rendu, on passe de logiciel à standard final. De cette manière, nous obtenons notre vrai texte. Je vais tout de suite lui créer un fond, en faisant CTRL-Y pour créer un solide. On va l'appeler fond blanc, et je le mets en arrière. Et donc, nous avons notre animation. Alors, on pourrait s'en tenir là, mais il y a quelque chose qui me dérange, c'est typiquement l'effet qu'on a avec la 3D. C'est notre, ici, la perspective qui fait qu'on a un contour qui n'est pas très harmonieux. J'aimerais résoudre ce problème. On pourrait bien sûr, dans Cinema 4D, tout simplement prendre votre mot texte et lui mettre une profondeur de 0. De cette manière, on se retrouve avec du texte plat, exactement comme on aurait dans After Effects. C'est une manière toute simple de résoudre le problème, puisque maintenant, nous avons des caractères strictement 2D. Et donc plus de problème de profondeur.
Néanmoins, j'aimerais garder cet effet de profondeur, justement ça m'intéresse. Pour ça, on va utiliser une petite astuce. Je reviens dans Cinema 4D, et j'aimerais utiliser une caméra en vue parallèle. Donc je crée cette caméra, je vais tenir la caméra en cliquant ici, et dans la projection, je vais demander d'être en parallèle. Vous voyez que ma vue change. Maintenant, les coordonnées, je vais faire attention de tout mettre bien à 0 dans les propriétés de rotation. Si j'avance dans le temps, on va se situer ici. Et maintenant, nous sommes bien placés. Si je reprends mon objet et que maintenant je lui rajoute une profondeur, donc bien sûr dans mon texte, vous n'allez voir apparaître justement aucune profondeur. C'est justement le principe de la vue parallèle. Il n'y a plus de perspective. Si vous voulez faire apparaître votre contour, il va falloir que votre caméra soit légèrement de biais. Par exemple, en s'orientant comme ça. On fait apparaître, du coup, ici avec la profondeur, un contour qui est très régulier, qui ressemble beaucoup à la 3D isométrique. Si je mets par là, par exemple, ça va être encore plus visible. Je sauvegarde, je reviens dans After Effects, et voilà. On a toujours un mouvement qui est en 3D, avec les animations de lettres, et on a ce rendu qui est très harmonieux, grâce à une projection parallèle. Alors le défaut, bien sûr, de ces techniques, c'est qu'en faisant ceci, si je veux avoir un texte qui reste droit, qui reste bien face à moi, en le mettant par exemple à nouveau à 0, il n'y a pas moyen de faire apparaître cette perspective. Donc on va faire une petite tricherie. Et je vais tout simplement créer un nouveau calque de texte en spline. Ce calque de texte, je l'ai appelé Motion Café. Donc c'est de la Montserrat. Centré. Je vais le mettre ensuite à l'intérieur d'une extrusion. Et notre extrusion, on va utiliser la technique qu'on a fait avec notre logo, c'est que je vais utiliser dans MoGraph un fracture. Le fracture, on va lui demander de travailler en exposer des segments. Notre extrusion couvercle, je mets bien créer objet unique. Maintenant, je vais pouvoir transvaser ces matériaux directement ici. On voit que notre élément, alors il faut bien mettre sur extrusion, voilà. Donc on a notre C1 qui est retenu ici. Et notre fracture, on va seulement copier les effets que nous avons utilisés. Donc l'effecteur simple, le randomisation juste avant, et l'effecteur délai en dernier. Maintenant, je peux cacher mon effecteur mot texte. On revient en arrière, et on va voir que nous avons la même animation. Alors, je vais corriger parce que mon texte est peut-être légèrement plus grand. Déjà, je vais désactiver délai. Et c'est dans randomisation. Ça, si vous avez ce problème-là, il va falloir aller dans effecteur, dans le cas donc d'un effecteur randomisation qui pilote l'aléatoire dans l'apparition des lettres, et je vais baisser le maximum, tout simplement. Généralement, mettre une valeur à moins de 50% suffit à résoudre tous les problèmes. Maintenant, si je reviens en arrière, nous avons notre animation. Si je réactive le délai, nous avons l'arrivée progressive, comme ça nous intéresse. Alors pourquoi s'être embêté à faire tout ça? D'ailleurs, on peut supprimer le mot texte maintenant. Parce que notre objet extrusion est capable, lui, d'extruder sur Z, mais également dans les autres directions. Effectivement, le mot texte, lui, le faisait forcément sur Z, et uniquement sur Z. Là, il suffit de lui mettre quelques mouvements sur la gauche et vers le bas pour pouvoir créer exactement la perspective qui nous intéresse. Et nous avons donc notre animation de texte avec ce rendu. Je vais le sauvegarder. On va un petit peu mieux centrer l'animation. Et si je reviens dans Cinema 4D, si je reviens dans After Effects, nous avons notre résultat. Alors, j'ai oublié de faire quelque chose. La fracture, il faut bien lui mettre un tag MoGraph, cache MoGraph, mettre en cache. Je sauvegarde et c'est mis à jour. Alors, quelque part, ça suffit d'avoir déjà cet élément, puisque nous avons cette animation très sympa. Maintenant, je voudrais aller un petit peu plus loin et lui donner un petit effet cartoon dans After Effects. Alors on pourrait tout à fait le faire à l'intérieur de Cinema 4D avec Sketch & Toon, mais Sketch & Toon n'est pas forcément le plus facile à appréhender et demande un peu plus de ressources calcul. On va le tricher dans After Effects pour un résultat que vous allez voir qui est tout à fait convaincant. Je vais déjà prendre sur mon texte AFX
et lui rajouter directement des effets à ce niveau-là. On va commencer par un contour qui est un petit peu cartoon. Pour ça, on va tout simplement utiliser la turbulence. Donc, turbulence donne ceci, pas très intéressant, jusqu'à ce que je réduis la taille considérablement, et ensuite la quantité. Donc, taille, c'est la taille de votre bruit. Vous voyez déjà que quasiment ça peut faire la blague. Là, c'est peut-être un petit peu trop fort comme effet. Et la quantité, on va réduire par exemple à 25. C'est peut-être même légèrement, un petit peu trop léger. Donc on va peut-être augmenter la taille. Ça dépend des effets que vous voulez avoir. Je pense qu'on peut monter à 35. Et diminuer la taille à 2. Voilà, en tout cas, vous voyez, ça nous donne ces petits effets ici dentelés sur les côtés qui sont très sympas. Ça ne va pas bouger dans le temps. Et nous, justement, on voudrait créer un effet cartoon. Donc plutôt qu'utiliser l'évolution qui va nous créer quelque chose de très régulier, je vais plutôt utiliser dans les options d'évolution le générateur aléatoire. Effectivement, si je change en mettant par exemple 1, on va avoir une distribution totalement différente. Et si je cherche ensuite avec 3, on va avoir encore quelque chose de différent. Donc je vais créer une expression là-dessus, j'appuie sur Alt et je vais utiliser time. Time renvoie une valeur en secondes. Donc en fait, toutes les secondes, la distribution de bruit va changer. C'est pas exactement ce que je veux. Moi, je veux que ça change tous les 4 ou 5 images. Il suffit ici d'ajouter à notre time fois, par exemple, 5. Maintenant, si je me place à cet endroit et je lance une lecture, vous allez voir que ça change environ toutes les 5 images. Précisément toutes les 5 images d'ailleurs, puisque j'ai mis 25 divisé par 5 égale à 5. Ce qui nous donne ce petit résultat sympa, très cartoon. D'ailleurs, la réflexion, je pense qu'on peut augmenter un petit peu cette valeur et monter par exemple à 7. Donc ça, c'est un premier essai. On peut en utiliser un autre avec la détection de contours. La détection de contours, par contre, il va falloir le faire sur un calque d'effet. Donc le calque d'effet, c'est CTRL-ALT-Y. Je vais l'appeler détection contour. Et on va chercher dans nos effets et paramètres la détection des contours. Si je le place directement, on obtient ceci. Vous voyez, c'est bluffant du premier coup, ça nous donne quelque chose de assez intéressant. Ça nous crée des contours basés sur la couleur. Et justement, je vais pouvoir m'en servir avec le calque d'effet, en passant ici dans les options mode et en changeant le mode de fusion. Si j'essaie l'incrustation, on obtient ce résultat-là. On peut essayer éventuellement la lumière douce. On a également les possibilités d'utiliser d'autres modes de fusion, tels que le produit, qui à chaque fois va nous donner des résultats différents. On peut en plus travailler sur l'opacité avec T, et en baissant l'opacité pour fondre un petit peu l'effet sur lui-même, et le rendre plus ou moins fort. Je vais repasser en lumière douce, parce que je trouve que le résultat est pas mal. Peut-être le laisser à 60%. Et donc tout ceci continue à être live avec Cinema 4D. C'est-à-dire que je peux revenir dans Cinema 4D et travailler sur mon rendu. Au final, on obtient quelque chose qui fait pas mal cartoon et marche bien dans l'idée de fausse 3D. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait redimensionner ça, le mettre en bas, etc. Alors un dernier truc à ce sujet. Vous ne pouvez pas le redimensionner un calque C4D. Vous voyez, si j'essaie de le faire, je le déplace, on a un beau message d'erreur. Si vous voulez faire ça, vous êtes obligé de précomposer. Donc c'est ce que je vais faire. Je prends cet élément. On va prendre également le calque d'effet puisqu'il s'applique par-dessus. Donc je prends ces deux éléments. Je vais faire CTRL majuscule C. Ça amène ma précomposition. Je pourrais également passer par calque précomposition. On va appeler ça texte. Je clique sur OK, bien, transférer tous les attributs de nouvelle composition. Et maintenant, nous avons un élément simple. Et je peux le réduire et le mettre, par exemple, en bas. L'avantage d'utiliser une projection parallèle fait que on peut tout à fait le déplacer dans la composition et garder globalement notre effet général. Alors bien sûr, faites attention, par contre, que si votre texte démarre sur les coins de l'écran, alors c'est pas le cas ici, mais si votre texte démarrait par exemple en dehors de cette zone, il sera coupé. C'est quelque chose qu'il faut prévoir avant à l'intérieur de Cinema 4D. Mais vous voyez, nous avons notre texte 3D avec son effet qui marche très bien comme ça.
En dernière chose, on pourrait tout à fait importer une texture pour le caler par-dessus. On pourrait utiliser les caches par approche, faites ce que vous voulez, donc vos potions After Effects dont vous avez l'habitude, ou alors on pourrait le faire directement au niveau de notre texte dans Cinema 4D en l'apportant en tant que matériau. Vous voyez, on a toutes les possibilités d'After Effects et de Cinema 4D en même temps. Donc ça ouvre des possibilités énormes. Animer vos textes dans Cinema 4D, les habiller dans After Effects en faisant les allers-retours entre les deux logiciels. Pas besoin de faire de suite de rendu. C'est vraiment l'utilisation de Cineware qui me plaît. Un dernier truc dont je n'ai pas parlé, mais que vous pouvez deviner, vous pouvez tout à fait, à l'intérieur de votre composition After Effects, dans Cineware, ici, changer la caméra et utiliser par exemple une caméra différente, notamment une caméra After Effects. Par contre, faites attention, After Effects ne possède pas de caméra en projection parallèle. Il y a des scripts qui vous permettent de contourner ce souci, mais ce ne sera jamais aussi facile que dans Cinema 4D. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous voyez que Cinema 4D n'a rien à envier à After Effects pour l'animation de texte. Et quand on sait que ces techniques fonctionnent en réalité avec n'importe quel objet 3D auquel vous voulez l'associer, je vous laisse imaginer le potentiel. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le site de Motion Café, le forum ou le channel Discord où vous trouverez plein de personnes pour vous aider. Et sur tuto.com, vous trouverez également mes autres vidéos qui explorent en profondeur les techniques que vous venez de voir. A très bientôt pour de nouveaux tutos.